Il crut que mener son amante par la main au centre du salon serait l'humiliation suprême pour sa femme. Mais quand elle apparut, enlacée dans les bras d'un autre homme, il découvrit qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Hélène se tenait près de la table en cristal, les doigts légèrement posés sur sa flûte de champagne, quand elle vit les flashs des photographes se refléter sur le collier argenté de Camille. Il était à peine plus de 9 heures du soir, et elle avait déjà supporté 3 toasts, durant lesquels son mari l'avait totalement ignorée. Le grand salon du Cercle Élysée scintillait de lumière dorée qui se reflétait sur les immenses lustres. Antoine Dubois, impeccable dans son smoking noir, circulait parmi les hommes d'affaires et les politiciens comme s'il était le maître du monde. À ses côtés, Camille souriait à chaque regard curieux, moulée dans une robe rouge ajustée qui semblait avoir été choisie pour provoquer. De là où elle était, Hélène observait tout sans rien laisser paraître. Sa robe bleu marine contrastait avec l'exagération de l'amante. Elle porta la coupe à ses lèvres et remarqua dans le reflet du verre qu'Antoine la cherchait du regard à travers le salon, non pas pour lui parler, mais pour s'assurer qu'elle assistait bien à son numéro. Un groupe de journalistes s'approcha du couple. Antoine s'arrangea pour poser, passant son bras autour de la taille de Camille et jetant un regard rapide en direction de sa femme. Un petit geste, un message énorme. Hélène détourna les yeux et se dirigea vers l'aile latérale, où peu d'invités circulaient. C'est alors qu'elle entendit des pas fermes s'approcher. Hélène, la voix masculine, grave, résonna presque comme un murmure. Elle se retourna. Luc Martel, en costume gris clair, un sourire franc aux lèvres, tenait un verre de vin. « Cela fait longtemps », dit-elle, et elle se pencha pour une étreinte qui dura un instant de plus que la norme. De l'autre côté du salon, Antoine s'interrompit au milieu d'une phrase. Son sourire se figea. Le bras qui tenait la taille de Camille perdit de sa force. Ses yeux se rivèrent sur la scène. Hélène, si proche de Luc, la main de celui-ci posée sur le bas de son dos, son visage effleurant légèrement son épaule. Camille perçut le changement et tenta de capter son attention. « Antoine ?» Mais il ne répondit pas. Le murmure des invités s'intensifia. Certains commentaient déjà la scène, échangeant des regards complices. Antoine serra le verre de whisky qu'il tenait à la main. La glace tinta. Un muscle de sa mâchoire tressaillit. Dans son coin, Hélène recula d'un pas mais conserva son sourire. Luc lui dit quelque chose à l'oreille, et elle rit avec un naturel désarmement. Antoine prit une profonde inspiration, recula d'un pas, et, sans s'en rendre compte, écrasa la glace contre la paroi de son verre. Cela n'allait pas en rester là, et son prochain geste ne serait pas discret. Le salon était encore en pleine effervescence, mais l'esprit d'Antoine Dubois était déjà à des kilomètres de là. Chaque rire d'Hélène résonnait comme une offense personnelle. Pour un observateur extérieur, il n'était qu'un hôte élégant et sûr de lui. À l'intérieur, il sentait le contrôle lui glisser entre les doigts. La musique de l'orchestre emplit l'air et, l'espace d'un instant, des images d'un autre temps refirent surface. 7 ans plus tôt, dans cette même ville, Hélène et lui s'étaient mariés lors d'une cérémonie grandiose. Le journal local avait titré « Le mariage de l'année » en grosses lettres, affichant leur sourire parfait. À l'époque, Antoine manifestait encore une sorte d'affection possessive qui, avec le temps, s'était muée en froideur. Au début, Hélène croyait que son silence n'était que de la fatigue due au travail. Mais les dîners d'affaires commencèrent à occuper toutes ses soirées, puis vinrent les voyages imprévus. Et enfin, les photos discrètes dans les chroniques mondaines. Antoine, toujours aux côtés de femmes jeunes et différentes. Malgré tout, elle sauva les apparences. À chaque événement, elle souriait à ses côtés, répondait aux questions des journalistes et entretenait l'image d'un couple parfait, non par soumission, mais parce qu'elle savait attendre. Hélène avait appris très tôt que, dans le jeu social, la patience était une arme aussi puissante que l'attaque. Antoine, lui, ne s'en rendit jamais compte. Pour lui, Hélène était prévisible, une épouse qui n'oserait jamais le confronter. Cela le mettait suffisamment à l'aise pour exhiber Camille maintenant, comme s'il s'agissait d'un trophée. Camille Lemoine n'avait que 26 ans, mais elle savait déjà comment naviguer dans le monde des riches.
Ancienne mannequin, ambitieuse, elle comprenait qu'être aux côtés d'Antoine signifiait bien plus que des vêtements chers et des voyages. Cela signifiait un accès à des portes qui ne se seraient jamais ouvertes d'elles-mêmes. Alors, elle jouait le jeu, même en remarquant que le regard de son amant, ce soir-là, était fixé sur un autre coin du salon. Pendant ce temps, Hélène et Luc discutaient comme de vieux amis. Et en vérité, il y avait un passé. Ils s'étaient rencontrés des années auparavant lors d'un dîner de charité. Luc, propriétaire d'une entreprise technologique en pleine expansion, s'était toujours montré différent des autres hommes d'affaires qu'Hélène connaissait. Il ne l'avait jamais traité comme la femme d'Antoine, mais comme une personne ayant ses propres opinions. Ces derniers mois, Hélène et Luc s'étaient croisés à quelques reprises lors d'événements publics. Des conversations rapides, rien qui puisse être considéré comme déplacé. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. L'étreinte avait été plus longue, son sourire plus large, et Luc semblait parfaitement conscient d'être observé. Près du bar, Antoine entendit des bribes de conversation qu'il ne voulait pas entendre. « C'est Luc Martel, n'est-ce pas ?» chuchota un invité à un autre. « On dit qu'il vise le contrat pour le nouveau pôle économique de l'Atlantique, et maintenant, il vise aussi la femme de Dubois. » répondit l'autre en riant à voix basse. Antoine déglutit difficilement. Ce contrat n'était pas une affaire ordinaire, c'était la pièce maîtresse de son prochain grand investissement. Si Luc était vraiment intéressé, et si Hélène était impliquée, il laissa tomber son verre sur le comptoir avec assez de force pour faire reculer le barman d'un demi-pas. Puis, il se dirigea vers eux. Mais avant de pouvoir les atteindre, il fut intercepté par un politicien influent qui lui demanda de présenter Camille à un groupe d'investisseurs étrangers. L'interruption fut brève, mais suffisante pour qu'Hélène et Luc se déplacent sur l'un des balcons. Dehors, la musique parvenait assourdie. Les lumières de la ville clignotaient au loin, et une brise légère agitait les cheveux d'Hélène. « Saviez-vous qu'il viendrait avec elle ?» demanda Luc, appuyé contre la balustrade. « Je le savais, » répondit Hélène, sans hésiter. « Il voulait que je le sache, et cela ne vous a pas dérangé ?» Elle esquissa un sourire presque imperceptible. « Cela me dérangerait plus s'il n'y avait pas de public pour la scène. » Luc haussa un sourcil. « Vous m'utilisez comme pion dans un plan? Disons que vous êtes un atout utile. Et si j'aimais être plus que cela ?» la provoqua-t-il. Hélène ne répondit pas, se contentant de reporter son regard à l'intérieur du salon. Là se trouvait Antoine, qui les fixait avec une expression mêlant fureur et incrédulité. À l'intérieur du salon, l'attention commençait à attirer les regards. Camille, confuse, essayait de garder contenance, mais elle remarquait que les chuchotements s'intensifiaient. Un couple plus âgé commenta quelque chose à propos de gens qui ne savent pas gérer leur vie privée en public, et rit. Antoine s'approcha enfin du balcon. « Hélène, pouvons-nous parler ?» dit-il, d'une voix maîtrisée mais avec des yeux durs. Elle se tourna calmement. « Bien sûr. » Il jeta un regard rapide à Luc. Seul, Luc fit un pas en arrière, mais avant de partir, il échangea un regard avec Hélène, comme pour confirmer silencieusement que la nuit était loin d'être terminée. Le couple se dirigea vers un coin plus retiré du salon. Antoine garda un ton bas pour que personne n'entende. « Cherchez-vous à me provoquer ?»« Moi ?» Hélène haussa les sourcils. « Je ne faisais que saluer un ami. Un ami qui, par coïncidence, est mon concurrent pour le plus gros contrat de l'année. Quelle coïncidence intéressante, ne trouvez-vous pas ?» répondit-elle presque en chuchotant. Pendant un instant, il resta sans voix. Non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il n'avait jamais vu Hélène répondre de manière aussi directe. Son calme était plus menaçant que n'importe quel cri. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Hélène, » dit-il finalement. « Je le sais parfaitement, » répondit-elle en se tournant pour partir. Elle retourna auprès de Luc comme si de rien n'était. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Antoine sentit que ce n'était plus lui qui contrôlait le jeu. La première fissure dans le mur de sa confiance en la soumission de sa femme était apparue, et il n'avait pas la moindre idée de la tournure que les événements allaient prendre. Le chef d'orchestre leva sa baguette et l'orchestre reprit un boléro qui emplit le salon d'un éclat suranné. Les invités glissaient sur le marbre, mais les regards revenaient obstinément sur le même triangle. Hélène, Luc, Antoine.
Le brouhaha grandissait comme de l'écume, et les serveurs se mirent à marcher plus lentement, craignant de traverser quelque chose qui n'avait pas encore de nom. « Vous dansez » demanda Luc à voix basse en lui offrant la main. Hélène jeta un coup d'œil vers le centre de la piste, où Camille tournoyait un peu maladroitement sous le regard des photographes. Puis, elle se tourna vers Luc. « Je danse. » Les deux entrèrent sur la piste. Le contact de leurs mains fut léger, calculé. Il la guida avec assurance, sans être envahissant. Sa robe bleue dessinait un arc serein à chaque pas. Autour d'eux, des chuchotements, des téléphones portables discrets, quelques rires étouffés. Antoine resta sur le bord, statique, son verre de whisky à mi-chemin de ses lèvres. « J'ai entendu dire que vous aviez conclu l'affaire avec le consortium du Quai Nord, » dit Hélène, en bougeant à peine les lèvres. « Vous avez bien entendu, » répondit Luc, en la faisant tourner lentement. Le pôle économique a perdu le terrain de réserve, ce matin. Signature chez le notaire du port. Elle acquiesça comme si elle commentait la météo. Il ne le sait pas. Pas encore. La musique monta d'un ton. Autour, des visages connus observaient. Un conseiller municipal murmura quelque chose à une joaillière. Elle écarquilla les yeux et serra son collier autour de son cou comme un talisman. Deux femmes du monde firent teinter leurs verres, manquant de renverser leur champagne, tout en mesurant la tension à l'angle de la mâchoire d'Antoine. « Et l'appel d'offres » demanda Hélène au pas suivant, fixant un point lointain pour ne pas attirer l'attention. « Reporté » répondit Luc en la ramenant fermement à lui. La Cour des comptes veut réviser la matrice des risques. Quelqu'un a envoyé des documents comparant les coûts, des tableurs, des lettres, des chronogrammes, très détaillés. Il esquissa un sourire. Hélène ne le lui rendit pas. Ce n'était pas nécessaire. Un tonnerre d'applaudissements lorsque la musique se termina. Ils s'éloignèrent l'un de l'autre une seconde de plus que ce que le protocole exigeait. Puis, sans se presser, ils se dirigèrent vers le bord de la salle, où de hautes portes donnaient sur un couloir moins éclairé. La lumière des lampes alignées formait des flaques dorées sur le sol. Au fond, un portrait à l'huile d'un ancien bienfaiteur du cercle observait tout avec des yeux sévères. Hélène posa son verre sur la rampe en bois et prit une profonde inspiration. Un souvenir s'insinua, ravivé par l'odeur de bois ciré. Une autre rampe, un autre escalier, un petit bureau avec des étagères bondées. Des années plus tôt, bien avant les robes coûteuses, elle organisait des boîtes d'archives dans une ONG de quartier qui s'occupait de crèches. La directrice, Madame Lucie, portait un foulard coloré sur la tête et disait, en montrant un contrat, « Le pouvoir est dans les petites lignes, ma fille. » C'est là qu'Hélène apprit à lire les virgules. Elle apprit à entendre ce qui n'était pas dit lorsqu'un donateur promettait plus qu'il ne donnait. Elle apprit à sourire à ceux qui la sous-estimaient et à noter les noms, les dates, les chiffres. Plus tard, déjà marié, Antoine avait créé une fondation à son nom. Photos, discours, chèques géants sur scène. C'est Hélène qui avait structuré les partenariats en coulisses, qui s'était assise avec les comptables, qui avait rédigé les termes. Il n'y prêta jamais attention. Il préférait les caméras. Dans le couloir, Luc consulta sa montre, comme pour vérifier le temps avec lequel il jouait. « Votre mari aime les scènes, » dit-il, presque pour lui-même. « Et vous, vous aimez les bonnes coulisses, » répliqua-t-elle. Il haussa les épaules. « J'aime les résultats. » Des pas s'approchèrent. Un homme aux cheveux argentés, veste impeccable, s'arrêta à côté d'eux. C'était François Chevalier, un banquier respecté, membre du conseil du cercle et financier d'une demi-douzaine de campagnes. « Madame Dubois » salua-t-il d'un léger signe de tête, puis à Luc « Martel ». Luc ajusta sa cravate. « Monsieur Chevalier ». Le banquier jeta un regard discret dans la direction d'où il venait. « Cette ville est petite quand on a beaucoup à perdre. » Il esquissa un demi-sourire. « J'ai reçu un rapport intéressant aujourd'hui. Quelqu'un a comparé le coût du ciment à celui de l'acier dans le projet de Dubois. Il y a une majoration curieuse. » Luc ne confirma pas. Hélène non plus. Chevalier comprit le silence. « Je ne fais que constater mon étonnement, » dit-il en s'éloignant déjà. « Ah, et félicitations pour le terrain, Martel. Audacieux. » Lorsqu'il disparut au détour du couloir, Hélène se tourna vers le mur et toucha légèrement le cadre du tableau. Les petites lignes. Toujours elle. Dans le salon,
Camille remarqua que les photographes s'étaient désintéressés d'elle. Elle se mordit la lèvre, chercha Antoine du regard. Il était au téléphone, une main sur la nuque, les épaules raides, le whisky oublié sur la console. Elle s'approcha. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en tentant un sourire. Antoine raccrocha sans répondre. Il s'approcha d'un assistant, lui dit quelque chose à l'oreille, sèchement. L'assistant partit presque en courant, trébuchant sur un tapis. « Antoine !» insista Camille. « Vous êtes pâle. » Il ajusta sa cravate, comme quelqu'un qui essaie de remettre un masque. « Restez à mes côtés. Ne vous éloignez pas. » Elle obéit, mais son regard la traversait déjà comme si elle était en verre. De l'autre côté, Hélène et Luc retournèrent dans le salon. Maintenant, quelques invités les saluaient avec un enthousiasme étudié. Des poignées de main prolongées, des cartes de visite apparaissant comme des cartes d'un jeu. Une dame de la philanthropie toucha le bras d'Hélène et murmura « Quel plaisir de vous voir, si bien !» Hélène la remercia d'un signe de tête. Elle ne promit rien, elle n'expliqua rien. Soudain, le grand écran du salon s'alluma avec une séquence de photos de l'événement. Mécènes, dons, nom des soutiens. L'écusson du cercle apparut, suivi des logos des sponsors. Un nouveau logo brilla dans le coin inférieur droit. Groupe Martel. Il y eut un « O », collectif. Bref, sincère. Antoine leva le visage comme s'il avait été giflé. Camille regarda aussi, essayant encore de comprendre le poids de ce petit carré lumineux. Luc se pencha vers Hélène. « Nous sommes devenus sponsors il y a quelques heures. C'était une demande du conseil. Un remplacement de dernière minute. Parce que quelqu'un a retardé un virement. » dit Hélène, presque sans un son, sans le regarder. Le maître de cérémonie monta sur scène, demanda des applaudissements pour les sponsors. Le nom d'Antoine fut prononcé, et il y eut des applaudissements. Celui de Luc suivit, et les applaudissements furent un peu plus longs, avec quelques têtes se tournant pour voir où il se trouvait. Antoine perçut ce millimètre de différence. Sa mâchoire se contracta à nouveau. Un investisseur étranger, grand, avec un fort accent, s'approcha de Luc, ignorant Antoine pour la première fois de la soirée. « Pouvons-nous prendre un café demain ?» demanda-t-il poliment. « Je vois des synergies. »« Bien sûr », répondit Luc en échangeant une carte. Il regarda par-dessus l'épaule de l'homme, droit dans les yeux d'Antoine, et maintint la carte en l'air assez longtemps pour qu'il la voie. Hélène, silencieuse, prit une coupe sur un plateau, juste pour avoir quelque chose dans les mains. Un journaliste s'approcha, les sourcils haussés. « Madame Dubois, une photo ?» demanda-t-il en les désignant, elle et Luc. Elle hésita une seconde. Antoine fit un pas dans leur direction. Un. Juste un. Et s'arrêta. « Oui, une photo », dit Hélène en se plaçant à côté de Luc pour l'objectif. Flash. Encore un. L'éclair coupa le salon et remit tout à sa place. Mais rien n'était plus pareil. L'orchestre passa à un jazz discret. Le maître d'hôtel ajusta la fleur au centre de la table principale, retardant l'inévitable. L'assistant d'Antoine réapparut, en sueur, et dit quelque chose rapidement à l'oreille de son patron. Antoine hocha la tête, lentement, et fixa enfin ses yeux sur Hélène. Il n'y avait plus d'indifférence, il y avait du calcul. Il comprit, et il ne fut pas le seul. La soirée avait basculé. Et ce n'était plus lui qui menait la danse. Le murmure dans le salon n'était plus une simple conversation, c'était un courant électrique. Le tintement des verres ressemblait à un métronome irrégulier, marquant le tempo de quelque chose sur le point de se briser. Hélène restait près de Luc, échangeant des phrases courtes, mais toujours avec une attention partagée entre lui et les mouvements d'Antoine. Camille, sentant l'atmosphère, tira discrètement le bras d'Antoine. « Tu ne vas pas lui parler ?» Il ne répondit pas. Ses yeux étaient de fixés sur le couple, mais il y avait autre chose. Le sentiment que tous les présents les regardaient aussi. Cette perception le dérangeait plus que l'étreinte sur le balcon. C'était comme si, en l'espace de quelques minutes, il avait cessé d'être l'homme que tout le monde voulait flatter pour devenir un personnage dans le feuilleton d'un autre. Finalement, il posa son verre sur la console et commença à marcher en direction d'Hélène et de Luc. Il ne se pressa pas. Chaque pas était mesuré, calculé, pour que personne ne puisse dire qu'il courait après.
La musique changea pour un foxtrot léger, et le batteur improvisa un roulement qui sembla combler l'espace entre eux. « Hélène !» dit-il, une fois à un pas de distance. Elle se tourna lentement, avec la posture impeccable de quelqu'un qui s'apprête à recevoir un invité, et non un mari irrité. « Antoine, puis-je vous emprunter ma femme un instant ?» La phrase fut prononcée avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, adressé à Luc comme une demande courtoise. Luc rendit le geste, mais ne recula pas immédiatement. Bien sûr. Il fit un léger signe de tête à Hélène. « À tout à l'heure. » Lorsqu'il s'éloigna, Antoine fit un demi-pas de côté, conduisant Hélène vers un coin plus silencieux, près d'un paravent en bois sculpté qui séparait le salon principal de l'aile du buffet. L'odeur de fleurs et d'épices venant de la cuisine se mêlait au parfum coûteux d'Hélène. « Et qu'est-ce que vous croyez être en train de faire exactement ?» Il maintint un ton bas, mais chaque mot était ponctué comme un coup de marteau. « Je discute avec les invités, » répondit-elle comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. « N'est-ce pas à cela que servent ces événements? Cet homme n'est pas n'importe quel invité, et vous le savez très bien. »« Oui, je le sais. » Hélène maintint son regard ferme. « Et je sais aussi que vous avez amené Camille ici pour me provoquer. » Il se pencha légèrement en avant, réduisant encore plus la distance. « Faites attention, Hélène. »« À quoi ?» Elle croisa les bras. « À votre colère ou à votre honte ?» Pendant un instant, Antoine perdit le contrôle de son expression. Le masque de l'hôte se brisa, révélant la tension accumulée. Il prit une profonde inspiration et regarda autour de lui. Deux serveurs proches faisaient semblant d'arranger des serviettes tout en prêtant attention à la conversation. « Nous en parlerons plus tard, » dit-il en se retournant déjà. « Maintenant, retournez à la table principale. » Hélène ne bougea pas. « Non, Antoine, je reste ici. » Le refus, prononcé d'un ton calme et bas, sonna plus défiant que n'importe quel cri. Et il ne fut pas le seul à l'entendre. Un couple qui passait dans le couloir s'arrêta une seconde avant de poursuivre, échangeant des regards rapides. Il le remarqua. Il réalisa que s'il insistait, il créerait une scène. Et il ne pouvait pas faire ce cadeau au commère du salon. « Comme vous voudrez », dit-il en forçant un demi-sourire avant de s'éloigner. Lorsqu'il rejoignit Camille, sa posture était droite et son menton haut. Mais ses yeux restaient durs. Camille, peu sûre d'elle, tenta de détendre l'atmosphère. « Ont-ils dit quelque chose ?»« Rien d'important, mentit-il. Restez près de moi. » Pendant ce temps, Hélène retourna vers Luc. Il haussa un sourcil sans avoir besoin de demander ce qui s'était passé. « On dirait qu'il n'a pas apprécié la conversation, » dit-il discrètement. « L'apprécier n'est pas la question. » répondit Hélène en prenant une coupe de champagne sur un plateau qui passait. « La question, c'est qu'il sait maintenant qu'il ne peut pas me renvoyer à ma place comme une simple figurante. Et vous pensez qu'il va l'accepter ?» Elle but une gorgée avant de répondre. « Non. C'est pour ça que ça va devenir intéressant. » De l'autre côté du salon, le maître d'hôtel annonça que le dîner allait être servi. Les invités commencèrent à se diriger vers les tables rondes décorées d'arrangements de lys blanc. L'orchestre baissa le volume, créant une atmosphère plus intime. Antoine tira la chaise principale pour Camille, ignorant délibérément la chaise à côté d'Hélène. Mais lorsqu'elle s'approcha, un homme d'affaires plus âgé occupait déjà le siège, discutant avec elle de manière animée. Cela fit bouillir le sang d'Antoine, un autre signe que le contrôle de la situation lui échappait. Pendant le dîner, le silence entre eux devint un chant de mine. Des échanges de regards brefs, des mouvements de couverts plus durs que nécessaires. Chaque fois qu'Hélène parlait avec un autre invité, Antoine feignait l'indifférence, mais serrait la serviette sur ses genoux. Camille essayait de lancer des sujets de conversation sur les voyages, mais Antoine répondait par monosyllabes. Elle réalisa pour la première fois qu'elle était peut-être là plus comme un pion de provocation que comme une véritable compagnie. Le maître d'hôtel servit le plat principal, et l'ambiance était sur le point d'exploser lorsque Luc se leva, coupe à la main, pour proposer un toast. « Au nouveau départ », dit-il en regardant vers la table où se trouvait Hélène. Plusieurs invités répétèrent « Au nouveau départ » et trinquèrent. Hélène leva sa coupe avec naturel. Antoine, cependant, mit quelques secondes avant de lever la sienne. Ce toast n'était pas au programme.
Et Antoine savait que, pour un public attentif, un simple geste pouvait avoir de nombreuses significations. Quand le dîner se termina, il se leva rapidement et se dirigea vers Hélène. Il ne demanda pas la permission. « Nous devons parler, maintenant. Nous avons déjà parlé, » dit-elle sans bouger. Il regarda autour de lui. « Alors demain matin, au bureau, ne vous inquiétez pas. » Elle lui toucha légèrement le bras, un geste qui semblait affectueux, mais qui en réalité l'éloignait. « Je l'ai déjà noté dans mon agenda. » Antoine recula d'un pas, réalisant que toute réaction à ce moment-là ne ferait qu'augmenter les murmures. Mais au fond, il comprit. Elle avait refusé de lui obéir, non pas une, mais 2 fois, dans la même soirée. Et tout le monde l'avait vu. Pendant qu'il se retirait, Hélène recommença à discuter avec Luc comme si de rien n'était. La musique remonta, les serveurs servirent le dessert, et le bal continua. Mais pour Antoine, c'était le début d'une guerre silencieuse, et il ne partait pas avec l'avantage, et même en essayant de le dissimuler, il savait qu'il avait perdu cette première bataille. Le dessert avait été servi, mais personne ne semblait s'intéresser au goût des fines pâtisseries ou à la brillance du sucre brûlé et des crèmes brûlées. L'intérêt collectif se portait sur un autre plat, le spectacle silencieux entre Antoine, Hélène et Luc. Le salon respirait cette tension comme un parfum coûteux répandu dans l'air. Camille, assise à côté d'Antoine, essayait de maintenir sa posture de muse du moment, mais son agitation était visible dans ses doigts, qui jouaient avec le bord de son verre de vin. Elle finit par céder à la curiosité. « Antoine » commença-t-elle à voix basse. « Qui est exactement ce Luc ?» Il continua de couper son dessert avec des mouvements précis, comme s'il pouvait trancher sa propre irritation. « Un concurrent » répondit-il sèchement, « et un opportuniste. Et votre femme semble à l'aise avec lui. » La phrase, bien que prononcée avec soin, fut comme une étincelle dans un champ de paille. Antoine laissa tomber sa fourchette sur l'assiette, le métal produisant un son aigu qui attira l'attention de 2 tables voisines. Il regarda autour de lui et recomposa son visage, mais à l'intérieur, quelque chose se tordait. « Êtes-vous en train de me dire quelque chose que je n'aurais pas remarqué ?» rétorqua-t-il à voix basse. « Je suis en train de dire que tout le monde l'a remarqué. » le corrigea-t-elle, avec un regard rapide vers Hélène, qui riait de quelque chose que Luc venait de lui murmurer. Antoine inspira profondément. Il ne pouvait pas permettre que Camille, la pièce qu'il avait amenée pour humilier, devienne la porteuse de mauvaises nouvelles. Mais le mal était fait. Entendre que tout le monde l'a remarqué fit grandir le poids de l'humiliation. Il regarda sa montre. Le bal avait encore plus d'1 heure avant la vente aux enchères caritatives, moment où tous les regards seraient tournés vers la scène. Si quelque chose devait être fait, ce devait être avant qu'Hélène n'utilise cet espace pour une autre manœuvre silencieuse. « Venez avec moi » dit-il à Camille en se levant. Elle le suivit jusqu'au bar latéral, où la musique était étouffée et où seuls quelques couples discutaient. Là, Antoine commanda 2 doubles whiskies et fixa la jeune femme. « Il faut que vous compreniez quelque chose. Vous n'êtes pas seulement ici pour vous amuser, vous êtes ici pour être vu. » « Je l'ai déjà compris, » dit-elle avec un léger sourire. « Et je suis vu, alors faites-en plus, » dit-il en serrant son verre. « Dansez, riez, touchez-moi, donnez l'impression que je suis au sommet, pas en difficulté. » Camille acquiesça, mais son obéissance s'accompagna d'une lueur de défi dans ses yeux. Quand ils retournèrent dans le salon, elle lui passa le bras sur l'épaule, se penchant pour lui murmurer quelque chose qui lui arracha un sourire forcé. Quiconque regardait de loin aurait pu croire que la soirée était sous contrôle. Mais ceux qui étaient attentifs savaient que c'était une mise en scène. Hélène vit la mise en scène. Elle remarqua aussi que, à chaque pas calculé d'Antoine, son regard cherchait toujours le sien, et cela la poussa à se pencher discrètement vers Luc. « Il essaie d'éteindre l'incendie, » dit-elle. « Les incendies attirent l'attention. Et parfois, ils révèlent des structures pourries. » répondit Luc en prenant son verre de vin. L'orchestre annonça une nouvelle danse. Des couples se formèrent. Camille attira Antoine au centre, déterminée à exécuter son ordre. Elle s'approcha, lui toucha le visage, rit fort. Presque trop fort pour le moment.
C'était un rire qui se voulait intime, mais qui frisait l'exagération. Certains invités regardèrent de côté, d'autres rirent discrètement. Antoine réalisa son erreur tactique. Sa tentative de démontrer son contrôle sonnait faux. Et pire encore, Hélène restait impeccable, discutant avec deux hommes d'affaires comme si de rien n'était, son image toujours intacte. La danse se termina et Camille se pencha pour un baiser rapide sur sa joue, de manière à ce que tout le monde voie. C'est à cet instant qu'Hélène, sans se presser, traversa le salon et passa à quelques mètres d'eux, échangeant un bonsoir poli avec le chef d'orchestre. Sa simple présence fit perdre de sa force à la mise en scène d'Antoine. Camille s'en rendit compte, et cela lui apporta une pensée dérangeante. Peu importe ses efforts, l'épouse avait toujours plus d'impact sur l'ambiance qu'elle. « Allons sur le balcon » suggéra Camille, essayant de regagner son attention. « Non » répondit Antoine sèchement, « nous devons rester visibles. »« Visibles pour qui ?» insista-t-elle. « Parce que jusqu'à présent, on dirait que nous ne faisons que courir après elle. » Il la dévisagea, irrité. « Faites attention à ce que vous dites, Camille. » Son ton fit reculer la jeune femme d'un pas. Elle n'avait pas l'habitude de se sentir comme un pion jetable, mais elle commençait à comprendre que sa présence ici avait une date de péremption. Pendant ce temps, Hélène prenait congé des deux hommes d'affaires et reprenait sa conversation avec Luc. Un serveur s'approcha avec un plateau de boissons. Luc en prit deux et en tendit une à Hélène. Le geste était simple, mais l'image, un homme servant à boire à la femme d'Antoine, pendant qu'elle lui souriait, se grava dans l'esprit de plusieurs présents. Soudain, le maître de cérémonie annonça une brève pause pour les photos officielles. Les couples et invités importants étaient appelés au centre pour des clichés qui iraient sur le site du Cercle et dans les chroniques mondaines. Monsieur et Madame Dubois, appela le photographe. Hélène et Antoine se dirigèrent vers l'endroit désigné. Le photographe les plaça côte à côte, leur demanda de se rapprocher. Elle posa une main légère sur son bras, juste assez pour respecter le protocole. Le flash crépita. « Encore une !» dit le photographe. « Souriez !» Hélène sourit. Antoine força un sourire. Mais l'instant d'après, le photographe, inconscient du froid entre eux, lança « Maintenant, s'il vous plaît, avec monsieur Luc Martel également. » La demande tomba comme une chape de plomb dans le silence. Antoine faillit refuser, mais il était cerné de regard. Luc entra dans le cadre avec naturel, se plaçant à côté d'Hélène. Un autre flash. Encore un. Antoine, prisonnier du cadre de la photographie, sentit que la scène résumait la soirée, lui et son rival, équidistant de la femme qui, supposément, aurait dû être à ses côtés. Quand la séance se termina, Antoine s'éloigna sans un mot. Camille tenta de le suivre, mais il accéléra le pas, se dirigeant vers l'aile de service. Il s'adossa au mur froid, sortit son téléphone de sa poche et tapa un message rapide à un assistant. « Je veux tout sur les récents contacts d'Hélène. Aujourd'hui. » Dans le salon, Hélène posait encore pour d'autres photos, maintenant avec les dames du cercle philanthropique et un jeune député. Luc prit congé d'elle avec une poignée de main qui dura une seconde de trop. Pour le public, cela ressemblait juste à une autre soirée de gala. Mais pour Antoine, ce fut la deuxième défaite. Sa tentative de montrer sa force s'était transformée en une démonstration publique de sa vulnérabilité. Et pire encore, il n'était plus sûr de savoir qui, exactement, était encore de son côté. Le bal se poursuivit à un rythme presque chorégraphié. Mais les regards gravitaient toujours autour du triangle invisible qui reliait Antoine, Hélène et Luc. Les conversations allaient bon train, mais chaque rire, chaque toast, chaque changement de partenaire sur la piste de danse avait un sous-entendu qui échappait aux moins attentifs, mais pas aux véritables joueurs de la soirée. À la table d'honneur, Camille tentait de rétablir l'ambiance. Elle échangeait des commentaires superficiels avec deux femmes du monde, complimentait leurs bijoux, parlait de voyage. Tout pour combler le silence d'Antoine, qui semblait de plus en plus absent. Hélène, à quelques mètres de là, était assise à la table de François Chevalier, le banquier qui l'avait salué dans le couloir. À ses côtés, deux conseillers du cercle et une dame aux cheveux courts, connue pour négocier de grands contrats avec le gouvernement, complétèrent le groupe. Luc était là aussi, détendu, mais attentif à chaque mouvement.
Le pôle économique de l'Atlantique va changer la donne dans cette région, disait Chevalier en faisant tourner son verre de vin. Mais il a besoin d'une gestion solide. Une gestion solide et les bons alliés, ajouta la dame aux cheveux courts, et de la flexibilité politique. Hélène sourit légèrement. Qu'est-ce que la flexibilité politique pour vous? C'est savoir quand reculer et quand avancer. Et parfois, savoir laisser quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite, répondit-elle sans hésiter. Luc jeta un regard rapide à Hélène, comme s'il reconnaissait dans cette phrase quelque chose qui s'intégrait parfaitement à l'échiquier de la soirée. De l'autre côté, Antoine observait la scène avec une gêne croissante. Ce n'était pas seulement de voir sa femme au centre d'un groupe influent, c'était de voir que Luc était là, participant, comme s'il faisait naturellement partie de ce cercle. Il se pencha vers Camille. « Venez », dit-il en se levant. Elle le suivit jusqu'au groupe d'Hélène. Le sourire d'Antoine était étudié, mais son regard trahissait la tension. « François, toujours un plaisir de vous voir », dit Antoine en serrant la main du banquier. « Et je vois que vous êtes en excellente compagnie. » Hélène resta sereine. « Nous discutions simplement de l'avenir de la région. » « Un sujet que je connais bien, rétorqua-t-il. Après tout, mon nom est sur certains des plus grands projets de ces dernières années. Chevalier expérimenté ne mordit pas à l'hameçon. C'est vrai, Antoine, mais de nouveaux vents soufflent toujours, et il est prudent d'y prêter attention. » La phrase, bien que prononcée de manière neutre, sonna comme un mot de passe pour les autres à table. Luc saisit l'occasion. « Et les vents peuvent être exploités par ceux qui sont prêts à ajuster leurs voiles. » Antoine fixa ses yeux sur lui. « Certains vents ne sont que des tempêtes déguisées. » Hélène intervint d'une voix basse et ferme. « Et certaines tempêtes purifient l'air. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais fut suffisant pour que tout le monde autour comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un simple échange de métaphores. Camille, sentant la tension, tenta de détendre l'atmosphère. « Je pense que les vents et les tempêtes sont plus à leur place en poésie que dans les affaires. » La phrase fut accueillie par un sourire poli de la part de Chevalier, mais personne ne changea de sujet. Antoine réalisa que sa tentative de détourner la conversation avait échoué. Pire, Luc semblait plus à l'aise que jamais. « Bien, » dit Hélène en se levant avec élégance. « Je vais prendre un peu l'air. » Luc se leva également. « Je vous accompagne. » Antoine fit un pas en avant. « Pas la peine, Luc. J'accompagne ma femme. » Hélène le dévisagea. « Je préférerais que non. » Et elle sortit, avec Luc à ses côtés, laissant Antoine au milieu du groupe, avec Camille essayant de sauver la scène avec un commentaire sur la météo. Le couloir menant au balcon était plus silencieux maintenant. L'air nocturne apportait l'odeur de la mer mêlée au parfum des fleurs du jardin du cercle. « Vous jouez gros, » dit Luc en s'appuyant sur la balustrade. « Et vous vous en amusez, » répondit Hélène. « Je ne le nie pas. Mais vous savez qu'il va réagir, n'est-ce pas ? J'y compte bien. » Pendant ce temps, dans le salon, Antoine essayait de contenir sa colère. Chevalier lui posa la main sur l'épaule. « Attention à ne pas vous isoler, Antoine. Parfois, à trop vouloir contrôler le scénario, on finit par perdre le public. » La phrase sonna comme un avertissement, mais Antoine n'était pas d'humeur à recevoir des conseils. « Je sais me débrouiller, François. » Quand Hélène et Luc revinrent, ils furent accueillis par un petit groupe d'invités qui voulaient discuter de la vente aux enchères caritatives. Antoine tenta de s'insérer, mais l'un des conseillers l'interrompit poliment. « Pouvons-nous parler plus tard, Antoine ?» Cette exclusion subtile fut plus douloureuse que n'importe quelle confrontation directe. Il s'éloigna avec Camille, qui sentit le poids de ce moment. « Ils vous mettent à l'écart », commenta-t-elle dans un murmure. « Pas pour longtemps », répondit-il. Mais la fermeté de sa voix ressemblait plus à une promesse faite à lui-même qu'à une réalité. Quelques minutes plus tard, le maître de cérémonie annonça le début de la vente aux enchères. Objets rares, voyage de luxe, expérience exclusive. Tout allait passer sur la scène. Antoine y vit une chance de regagner le devant de la scène. Lorsqu'un séjour dans un complexe hôtelier exclusif fut annoncé, il leva la main et fit une offre généreuse, suscitant des murmures d'admiration. Mais avant que le marteau ne tombe, Luc augmenta le montant, sans même regarder Antoine.
Le commissaire-priseur sourit, enthousiaste. Antoine augmenta son offre. Luc couvrit à nouveau. Le public, sentant la compétition silencieuse, commença à prêter attention. 30 000, annonça le commissaire-priseur. Antoine leva la main. 40. Luc, calmement, leva la main. 50. Le murmure s'intensifia. Le maître de cérémonie, essayant de garder un ton léger, plaisanta. « Je crois que nous avons ici deux grands amateurs de voyage. » Antoine sourit de manière forcée. 55. Luc ne répondit pas immédiatement. Il regarda Hélène, qui gardait un visage neutre, puis dit « 60. » Le marteau tomba. Le public applaudit. Luc remercia et tendit sa carte à l'assistant du commissaire-priseur. Antoine resta assis, la main crispée sur sa serviette. Cette victoire de Luc n'était pas seulement financière, elle était symbolique. Tout le monde savait qu'il pouvait se le permettre, mais le fait de surenchérir sur Antoine en public, devant Hélène, avait un poids qui dépassait l'argent. Alors que la vente aux enchères se poursuivait, Antoine n'entendait plus les montants. Le son devint lointain, étouffé par l'écho interne d'une vérité qu'il ne voulait pas admettre. Le bal se transformait en une scène où lui, et non Hélène, était le personnage exposé, et le public appréciait. Le marteau résonnait encore dans la tête d'Antoine lorsque le lot suivant de la vente aux enchères fut annoncé. Il ne prêta même pas attention à ce que c'était. Quelque chose à propos d'une œuvre d'art, car son esprit était fixé sur le fait d'avoir perdu face à Luc en public, applaudissements compris. Camille, à ses côtés, sentit la tension et tenta de l'apaiser. Ce n'était qu'une enchère, Antoine. Personne ne s'en souviendra demain. Il tourna lentement le visage vers elle, comme s'il ne croyait pas ce qu'il venait d'entendre. Tout le monde s'en souviendra, Camille. Ici, chaque geste est enregistré. De l'autre côté du salon, Hélène observait discrètement. Elle savait que la défaite à la vente aux enchères touchait l'ego de son mari, mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de voir son prochain mouvement être calculatoirement cordial. Antoine se leva, ajusta sa veste et traversa le salon jusqu'à François Chevalier, le banquier. Il lui tendit la main, échangea quelques phrases rapides, et à la surprise de certains, fit signe à Hélène de s'approcher. Elle garda sa posture impeccable et se dirigea vers eux. Luc suivit des yeux, mais n'intervint pas. François me disait que le cercle a besoin d'un sponsor supplémentaire pour le gala de fin d'année, dit Antoine avec un sourire maîtrisé. J'ai pensé que ce pourrait être une bonne occasion de montrer que, malgré nos différends, nous, Hélène, savons encore faire front commun. La proposition était un piège social. Si elle acceptait, on aurait dit qu'elle revenait à l'image du couple parfait. Si elle refusait, cela sonnerait comme un affront public. Hélène n'hésita pas. « François, j'apprécie l'invitation, mais cette année je serai engagé dans un autre projet. Je préfère ne pas mélanger les agendas. » Le silence dura une seconde de trop. Chevalier acquiesça, compréhensif. « Je comprends parfaitement. » Antoine garda son sourire, mais ses yeux trahissaient son irritation. « Bien sûr, toujours avec votre propre agenda. » Elle répondit par un demi-sourire et s'éloigna, le laissant seul à côté du banquier. Chevalier, avec la diplomatie de quelqu'un qui a vu se dérouler bien des guerres sociales, changea de sujet. Dans un coin du salon, Hélène retrouva Luc, qui l'observait attentivement. « Vous avez refusé l'appât, dit-il. »« Il n'est pas temps de tout exposer, répondit-elle. Parfois, la meilleure victoire est de le laisser croire qu'il a encore une chance. » Avant qu'il ne puisse continuer, le maître de cérémonie annonça une brève pause avant la dernière partie de la vente aux enchères. L'orchestre se mit à jouer quelque chose de plus doux et les invités se dispersèrent en petits groupes. C'est alors qu'Hélène vit Camille s'approcher seule. La jeune maîtresse arborait un sourire étudié, mais quelque chose dans ses yeux révélait son malaise. « Puis-je vous parler ?» demanda Camille d'un ton presque intime. Hélène haussa un sourcil. « Bien sûr. » Les deux femmes se dirigèrent vers une zone moins fréquentée, près de la table des desserts. Camille posa sa coupe, prit une profonde inspiration et dit « Je sais que vous pensez que je suis ici pour vous provoquer. Et je ne vais pas mentir, cela faisait partie de son plan. » Mais elle hésita, regardant le sol. « Il ne m'écoute pas, et d'après ce que je vois, il n'écoute plus personne.
Hélène resta silencieuse, analysant chaque mot. « Je ne dis pas que nous sommes amis, » continua Camille. « Mais vous semblez savoir comment le gérer d'une manière que personne d'autre ne peut. Et aujourd'hui... » Elle regarda en direction d'Antoine, qui discutait avec deux politiciens, mais sans l'attention d'autrefois. Aujourd'hui, il semble s'enfoncer tout seul. Hélène garda son regard calme. « Et que voulez-vous exactement de moi ? Je veux que vous sachiez que, si vous avez besoin que je sorte de la scène, je le ferai. » C'était une offre inattendue, et Hélène savait qu'elle ne venait pas d'une pure bonté, mais de l'instinct de conservation. Camille sentait que le navire tanguait et voulait s'assurer d'un canot de sauvetage. « Je n'ai pas besoin que vous partiez, » dit Hélène finalement. « J'ai besoin que vous restiez exactement où vous êtes. » Camille fronça les sourcils, surprise. « Pourquoi ? Parce que la bonne présence, au bon moment, peut en révéler beaucoup sur qui est réellement aux commandes, » répondit Hélène, prenant une petite tarte au chocolat sur la table et s'éloignant avant que la maîtresse ne puisse insister. Quand Hélène rejoignit Luc, elle lui raconta rapidement ce qui s'était passé. Il sourit. « Vous transformez les pièces d'Antoine en vos propres pièces. » Sur la scène, la vente aux enchères reprit. Un collier de diamants rares fut annoncé et Antoine leva immédiatement la main, offrant un montant élevé. Le commissaire-priseur regarda la salle avec enthousiasme. Mais personne ne surenchérit. C'était une victoire facile. Mais elle ne semblait pas suffisante. Alors, François Chevalier se leva et fit une contre-offre. Le salon retint son souffle. Antoine, ne voulant pas perdre face au banquier, augmenta le montant. Chevalier augmenta à nouveau, calmement. Le duel se poursuivit pendant quelques enchères jusqu'à ce qu'Antoine abandonne avec un sourire diplomatique et en applaudissant Chevalier. Mais tout le monde savait que ce n'était pas de la diplomatie, c'était une défaite de plus, même s'il essayait de la cacher. Lorsque la vente aux enchères se termina, le maître de cérémonie annonça la fin de la partie officielle de l'événement, invitant tout le monde à rester pour le bal final. L'orchestre passa à un rythme plus animé et quelques couples commencèrent à danser. Luc s'approcha d'Hélène. « Voulez-vous danser ?» Elle regarda brièvement Antoine, qui lui tournait le dos en parlant avec Camille, et accepta. Ils entrèrent sur la piste, et même en gardant une distance respectueuse, ils transmettaient une harmonie naturelle. Antoine se retourna et les vit. Sa mâchoire se contracta. Camille, le remarquant, fit un mouvement soudain. Elle attira également Antoine sur la piste. Il céda, mais leur danse fut mécanique, sans grâce. En quelques minutes, la comparaison était inévitable. D'un côté, Hélène et Luc flottant au gré de la musique. De l'autre, Antoine et Camille, désynchronisés. À la fin de la chanson, Hélène remercia Luc et quitta la piste avec une posture intacte. Antoine, haletant et frustré, laissa Camille au milieu du salon et se dirigea directement vers le bar. C'était la 4e défaite de la soirée. Non seulement il n'avait pas réussi à redorer son image, mais il avait permis à son amante de révéler plus de vulnérabilité que de soutien. Et Hélène le savait. Le bal se prolongeait déjà dans la nuit, mais le salon semblait encore vibrer d'énergie. Les lumières, plus douces maintenant, se reflétaient sur le sol en marbre, créant des halos dorés autour des couples qui restaient sur la piste. L'odeur de parfum mêlée à l'arôme sucré des derniers plateaux de dessert flottait encore dans l'air. Hélène se trouvait près de la sortie du jardin, discutant avec un petit groupe de dames de la philanthropie. Luc se tenait à quelques pas de distance, comme pour protéger son espace sans être intrusif. Chaque fois que leurs regards se croisaient, il y avait une compréhension silencieuse. Ils approchaient du moment décisif de la soirée. Antoine, quant à lui, adossé au bar avec Camille à ses côtés, observait tout. La défaite sur la piste de danse le brûlait encore, mais il avait décidé qu'il ne laisserait pas le bal se terminer sans, au moins, un coup d'éclat. « Je veux lui parler », dit-il à Camille, sans quitter Hélène des yeux. « Maintenant ?» demanda Camille, surprise. « Après tout ça ?»« Maintenant ?» répéta-t-il. Il laissa son verre sur le comptoir et traversa le salon. Quand il s'approcha, les dames interrompirent leur conversation avec des sourires polis. « Puis-je avoir un moment ?» demanda-t-il en regardant directement Hélène.
Elle acquiesça, prenant congé des dames. Ils marchèrent côte à côte jusqu'au jardin, où le son de l'orchestre parvenait assourdi. La nuit était fraîche, et l'air marin portait une légère odeur salée. Antoine s'arrêta sous l'un des luminaires et se tourna vers elle. « Hélène, je ne vais pas prétendre que cette soirée s'est déroulée comme je l'espérais, mais nous savons tous les deux que nous avons plus en jeu que les apparences. »« Je suis d'accord, » répondit-elle, « mais nous avons aussi le respect en jeu. »« Le respect ne se construit pas en public, avec des provocations, » dit-il, la voix chargée plus de frustration que de colère. « Et il ne se détruit pas non plus en privé pour maintenir une façade, » rétorqua-t-elle. Le silence entre eux fut interrompu par le crissement de pas sur le gravier. Luc apparut, tenant 2 enveloppes. « Désolé d'interrompre, mais je crois que ceci vous appartient, » dit-il, en en tendant une à chacun. Hélène ouvrit la sienne en premier. C'était une convocation officielle à une réunion du conseil municipal concernant le pôle économique de l'Atlantique. Son nom figurait en tant qu'invité spécial et consultante indépendante. Antoine ouvrit la sienne. Le papier était identique, mais il y avait une différence flagrante. Il n'était pas listé comme sponsor principal, mais simplement comme l'un des partenaires commerciaux. « C'est une plaisanterie ?» demanda Antoine en fixant Luc. « C'est la décision du conseil, » répondit Luc tranquillement. « Et d'après ce que j'ai compris, elle a été unanime. » Hélène plia la convocation avec soin. « Il est peut-être temps de repenser la manière dont vous menez certaines alliances. Êtes-vous derrière tout ça ?» demanda Antoine, la voix basse mais acérée. Elle ne répondit pas directement. « J'étais simplement au bon endroit, à parler aux bonnes personnes. » L'impact de la révélation était clair. Le pouvoir d'influence qu'Antoine croyait exclusif était maintenant visiblement entre les mains d'Hélène. Camille apparut à la porte du jardin, hésitant avant de s'approcher. « Antoine, François Chevalier vous cherche. » Il prit une profonde inspiration, rangea la convocation dans sa poche et passa devant Luc sans dire un mot de plus. Quand il entra dans le salon, Luc regarda Hélène. « Cela change la donne. »« Oui, » répondit-elle, « mais ce n'est pas encore fini. » Quelques minutes plus tard, le maître de cérémonie annonça la dernière danse de la soirée. Un geste symbolique, tous les couples étaient invités sur la piste pour clore le bal. Hélène savait que ce moment resterait dans la mémoire des présents et pourrait être utilisé comme une autre manœuvre. Alors que les invités se mettaient en place, Luc lui tendit la main. « M'accordez-vous cette danse ?» Elle le regarda, puis regarda le centre du salon, où Antoine l'observait avec une expression indéchiffrable. Alors, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit la main à Antoine. Un murmure parcourut le salon. Il accepta, surpris, et la conduisit sur la piste. L'orchestre commença à jouer un thème lent. Ils dansèrent en silence pendant quelques secondes. Antoine, encore en train de digérer l'offre, demanda « Pourquoi cela maintenant ?»« Parce que je sais que tout le monde regarde. » répondit-elle sans changer de ton. « Et je veux qu'on se souvienne de vous comme faisant partie de quelque chose, pas comme quelqu'un d'isolé. » C'était un geste calculé, presque généreux. En le remettant au centre, Hélène préservait son image juste assez pour ne pas le transformer en un ennemi désespéré. Pas encore. Quand la musique se termina, des applaudissements retentirent. Antoine inclina la tête, remercia, mais il savait que ce moment, bien que semblant être une victoire, était en réalité la confirmation qu'elle contrôlait l'échiquier. Le bal était terminé. Les portes s'ouvrirent sur le couloir illuminé et les invités commencèrent à prendre congé. Luc s'approcha d'Hélène, lui tendant discrètement une petite carte avec la date de la réunion du conseil surlignée en rouge. Antoine vit le geste, mais ne dit rien. Il accéléra simplement le pas pour sortir avant eux. Ce soir-là, Hélène avait remporté la première victoire claire en tant que membre d'une équipe, même si cette équipe n'était composée que d'elle et de Luc. Et tout le monde dans le salon, d'une manière ou d'une autre, l'avait remarqué. Le salon se vidait peu à peu, mais la tension persistait, comme une braise qui continue de couver sous la cendre. Le son de l'orchestre diminuait, remplacé par des voix plus basses et des pas résonnant sur le marbre. Certains invités récupéraient leurs manteaux au vestiaire, d'autres échangeaient leurs dernières cartes de visite.
Hélène marchait dans le couloir central, la posture droite, sentant l'attention résiduelle encore sur elle. Au loin, elle vit Luc discuter avec François Chevalier près de la porte de sortie. Aucun geste brusque, juste l'échange contrôlé d'informations. Antoine, de son côté, était adossé au bar, parlant rapidement avec son assistant. Le ton bas ne cachait pas la raideur de sa mâchoire. En remarquant qu'Hélène s'approchait, il mit fin à la conversation et remit son sourire social sur son visage. « Le bal vous a plu ?» demanda-t-il, comme si la soirée avait été ordinaire. « Il a été instructif », répondit-elle, et elle passa devant lui sans s'arrêter. Dehors, l'air nocturne était frais. Le jardin du cercle brillait sous un éclairage subtil, et le son lointain des vagues complétait le décor. Hélène s'arrêta un instant, respirant profondément. Ce n'était pas seulement la fin de l'événement, mais le sentiment qu'un cycle était sur le point de se clore, ou d'exploser. Luc s'approcha, les mains dans les poches. « Il va réagir, » dit-il, sans détour. « J'y compte bien, » répondit Hélène. « Mais cette fois, ce sera sur un terrain que j'ai choisi. » Luc lui tendit un mince portefeuille en cuir noir. « Voici les documents sur le pôle économique de l'Atlantique. Cartes, contrats et les feuilles de calcul des coûts, y compris la majoration mentionnée par Chevalier. » Hélène passa ses doigts sur le bord du portefeuille, sentant son poids symbolique. « Et le conseil en a déjà une copie ? » ?»« Oui, mais il préfère l'entendre de votre bouche. Votre voix aura plus de poids maintenant. » Le bruit de pas pressés interrompit la conversation. Camille apparut, tenant un châle sur ses épaules. Elle regarda de l'un à l'autre avant de parler. « Antoine est parti voir Chevalier. Il a dit qu'il allait tout régler avant l'aube. » Hélène haussa les sourcils. « Régler ou enterrer ?» Camille haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mais si vous voulez utiliser cette réunion pour quelque chose de grand, vous devez agir avant lui. » Pendant un instant, les trois figures, Hélène, Luc et Camille, se tinrent dans le même cadre. Il n'y avait pas d'affection là, seulement des intérêts temporairement alignés. Hélène ferma le portefeuille d'un coup sec. « Alors, accélérons. » Luc sourit en coin. « J'ai toujours su que vous n'étiez pas du genre à attendre que la marée change. »« Non, je construis le port, » dit-elle. Ils retournèrent ensemble à l'intérieur, maintenant dans un salon presque vide. Ne restait que l'équipe de nettoyage et quelques agents de sécurité. Antoine n'était plus là. Hélène se dirigea vers la table principale, où traînaient encore des papiers et des invitations. Elle prit 2 invitations portant les armoiries du cercle et écrivit quelque chose au dos, utilisant un stylo doré laissé par le maître d'hôtel. « C'est pour ?» demanda Luc. « Des invitations à une rencontre. Privée. Je veux que 2 personnes spécifiques soient là demain. » Il lut les noms et acquiesça. « Ils viendront. » Camille, qui observait de loin, remarqua quelque chose de curieux. Hélène ne se contentait pas de réagir au mouvement d'Antoine. Elle réorganisait tout l'échiquier pour que son prochain coup inévitable devienne un piège. Quand ils eurent terminé, Hélène prit son propre manteau et prit congé de Luc avec une poignée de main ferme. « Demain, 10 heures, » dit-elle. Il inclina la tête. « Demain. » Dehors, le chauffeur attendait avec la voiture en marche. Une fois à l'intérieur, Hélène sortit un 2e téléphone de son sac, un appareil simple qu'Antoine ne connaissait pas, et envoya un court message à un numéro non identifié. « C'est fait. Préparez la salle. » Alors que la voiture s'éloignait, Hélène savait que le lendemain serait différent. Il n'y aurait ni lustre ni orchestre, mais des documents, des alliés stratégiques et la présence inévitable d'Antoine. Il ne pourrait pas manquer. Et quand il arriverait, il trouverait plus que ce à quoi il s'attendait. Sur le chemin du retour, les lumières de la ville défilaient rapidement par la fenêtre, comme des marques du temps. Hélène passait mentalement en revue les pièces du jeu. Luc avec l'accès et les informations. François avec son influence au conseil et dans les banques. Camille avec un pied dans la forteresse d'Antoine. Et elle-même, au centre, tirant les ficelles. Le chauffeur se gara à l'entrée de l'hôtel particulier des Dubois. Antoine n'était pas encore arrivé. Hélène entra, laissa son manteau sur le cintre et se rendit directement au bureau. Elle plaça le portefeuille de Luc dans le tiroir central du bureau et ferma à clé.
Puis, elle s'assit dans le fauteuil en cuir et regarda par la fenêtre le jardin sombre. L'image du bal revenait par éclairs, l'étreinte sur le balcon, la dispute aux enchères, la dernière danse. Chaque moment, une pièce soigneusement placée. Le bruit de pneus sur le gravier rompit le silence. Antoine arriva. Hélène entendit le bruit des clés et la porte se refermer. Des pas fermes dans le couloir. Il entra dans le bureau sans frapper. « Nous devons parler, » dit-il, encore avec sa veste sur les épaules. Hélène ne se leva pas. « À propos du bal ?»« À propos de tout, » corrigea-t-il. « Vous avez franchi des limites aujourd'hui. Pas plus que vous n'en franchissez tous les jours, » répondit-elle. Il s'approcha, posant ses mains sur le bureau. « Vous pensez pouvoir m'exposer et vous en sortir indemne ? Je pense pouvoir montrer la vérité et laisser chacun tirer ses propres conclusions, » dit-elle, calme. Pendant un moment, ils se contentèrent de se regarder. Antoine recula, ajusta sa cravate et dit « Demain matin, je vous veux au bureau. Nous devons accorder nos versions. » Hélène esquissa un sourire. « J'y serai. » Il ne réalisa pas que, cette fois, elle ne mentait pas. Elle serait bien au bureau, mais pas au sien. Quand Antoine monta les escaliers, Hélène ouvrit le tiroir, retira le portefeuille et le plaça dans un sac plus petit. Puis, elle éteignit la lumière et sortit, laissant le bureau dans la pénombre. La transition vers le point culminant était faite. La prochaine fois qu'ils se rencontreraient, il n'y aurait pas de musique pour adoucir les coups. Le lendemain matin naquit avec un ciel d'un bleu tranchant. Mais Hélène ne prêta pas attention au paysage par la fenêtre de la voiture. Son attention était concentrée sur le poids discret du portefeuille en cuir à côté d'elle, où chaque feuille était un mouvement calculé pour le coup qu'elle préparait. Le chauffeur se gara devant l'immeuble Atlantique, siège des réunions du conseil municipal et, ironiquement, l'un des premiers projets qu'Antoine avait utilisé pour consolider son image de magnate. Aujourd'hui, l'endroit serait le théâtre d'une autre consolidation, mais pas la sienne. Luc l'attendait déjà sur le trottoir, impeccable dans son costume gris, parlant au téléphone. En la voyant, il raccrocha immédiatement. « La salle est prête. François est arrivé il y a un quart d'heure. Et Antoine ?» demanda Hélène. « Il vient d'entrer, par la porte de derrière, avec 2 assistants. C'était exactement ce qu'elle voulait. Qu'il arrive en pensant être en contrôle, évitant l'entrée principale pour ne pas croiser ceux qu'il ne voulait pas voir. » Ils montèrent ensemble dans l'ascenseur. Au 7e étage, les portes s'ouvrirent sur un couloir lambrissé de bois clair, où le silence pesait plus que n'importe quelle musique du bal de la veille. La porte de la salle de réunion était entr'ouverte. À l'intérieur, une longue table, des carafes d'eau, du café et des portefeuilles identiques à celui d'Hélène, déjà placés devant chaque chaise. François occupait le bout de la table, et à côté de lui, 2 membres du conseil, des personnalités respectées, qui apparaissaient rarement en public, mais qui, en coulisses, décidaient du sort de contrats millionnaires. Antoine était debout, dans un coin, parlant à voix basse avec un assistant. Il arborait le même air d'autosuffisance que toujours, mais ses yeux révélaient qu'il avait déjà senti l'atmosphère de la salle. En remarquant Hélène, il esquissa un sourire en coin. « Alors c'est ça ?» dit-il en marchant vers elle. « Venir ici pour me mettre dans l'embarras devant eux ?» Hélène posa son portefeuille sur la table et le regarda dans les yeux. « Je ne suis pas venu pour embarrasser. Je suis venu pour clarifier. » François tapa légèrement avec son stylo sur la table. « Commençons. » Les présents s'installèrent. Hélène s'assit en face d'Antoine, avec Luc à ses côtés. Le bruit des chaises traînant sur le sol fut le dernier avant le début. « Nous sommes ici pour discuter de l'avancement du pôle économique de l'Atlantique et pour examiner les contrats de fourniture, » commença François d'une voix grave. « Nous avons reçu des allégations de divergence dans les coûts. » Antoine ajusta sa cravate. « C'est normal dans des projets de cette ampleur. Des ajustements se produisent. » « Des ajustements ?» Hélène ouvrit son portefeuille et en retira la première feuille. « Appelleriez-vous ajustement une majoration de 28% sur la fourniture d'acier payée à une entreprise dont l'associé est votre cousin au second degré ?» Le murmure qui parcourut la salle ne fut pas de surprise, mais de confirmation. Antoine posa ses mains sur la table. « C'est de la déformation. Ce n'est pas de la déformation. » rétorqua-t-elle
en faisant glisser la feuille sur la table jusqu'à François. « C'est un document, signé par vous. » Luc ouvrit son portefeuille et posa sur la table des copies d'emails, de tableurs et d'ordres de paiement. Tous vérifiés, date, montant, bénéficiaire. Un des membres du conseil feuilletait les pages avec attention. « Et pourquoi n'avons-nous pas été informés de ces changements ?» Antoine tenta de retrouver son ton de commandement. « Parce que ce sont des ajustements internes. Il n'était pas nécessaire d'exposer les détails à ce niveau. »« Pas nécessaire ?» Hélène se pencha légèrement. « Ou pas opportun ?» Le silence qui suivit fut interrompu par le clic d'un stylo dans les mains de François. « Antoine, nous parlons de fonds publics et privés mélangés. Cela exige une transparence totale. » Antoine se renversa sur sa chaise. « Transparence ou politicaillerie ?» Luc intervint, sans altérer sa voix. « Quand la ligne entre les affaires et le bénéfice personnel s'efface, c'est plus que de la politicaillerie. C'est un risque juridique. » Antoine lui lança un regard acéré. « Vous adoreriez me voir écarté de ce projet, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de ce que j'adorerais. Il s'agit de ce que les documents montrent, » répondit Luc. Hélène profita de la pause pour ouvrir une deuxième enveloppe à l'intérieur de son portefeuille. « Voici les projections mises à jour, en considérant des fournisseurs alternatifs. Coût réduit jusqu'à 20%, délai maintenu. Tous les contacts déjà approuvés par le conseil. » François les feuilleta rapidement et les passa aux autres. Impressionnant, Antoine plissa les yeux. « Alors, c'est ça votre plan ? Me faire sortir pour mettre qui ? Vous ?» Hélène garda un ton neutre. « Je ne veux pas le contrat. Je veux qu'il soit propre. »« Ne jouez pas les saintes, Hélène, » dit-il avec un sourire froid. « Vous êtes restée à mes côtés pendant des années. S'il y avait quelque chose de mal, vous le saviez aussi. » Elle prit une profonde inspiration, mais ne détourna pas le regard. « Oui, je le savais, et aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de faire semblant de ne pas le savoir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de poids. C'était plus qu'une accusation. C'était l'aveu qu'elle avait délibérément changé de position sur l'échiquier. Un des conseillers ferma son portefeuille. « Je crois que nous en avons vu assez pour prendre une décision préliminaire. » Antoine se pencha en avant. « N'oubliez pas qui a mené ce projet jusqu'ici. Sans moi, rien de tout cela n'existerait. Sans l'argent public et privé que nous vous avons confié non plus, » rétorqua François sèchement. L'atmosphère dans la salle changea. La posture des présents n'était plus d'écoute, elle était de jugement. Antoine le réalisa, et pour la première fois depuis qu'il était entré, il détourna le regard. Hélène rangea les feuilles restantes et ferma son portefeuille. La réunion ne fait que commencer. Mais pour moi, l'essentiel a déjà été dit. Elle se leva. Luc aussi. François n'essaya pas de les retenir. Il savait qu'à partir de là, le conseil continuerait avec ou sans leur présence. Antoine resta assis, mais sa main crispée sur la table tremblait légèrement. Il savait qu'il avait perdu la première partie de la bataille. Dans le couloir, Hélène et Luc marchaient, côte à côte. « Ce n'était que le début, » dit-il. « Oui, » répondit-elle. « La deuxième partie sera moins polie. » Alors qu'ils descendaient dans l'ascenseur, Hélène sentait que pour la première fois, elle avait réussi à mettre Antoine sur la défensive sur son propre territoire. Mais elle savait aussi que, blessé, il ne reculerait pas sans contre-attaquer. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Le couloir du 7e étage résonnait encore du bruit des portes se refermant derrière eux quand Hélène et Luc arrivèrent au rez-de-chaussée. Le hall d'entrée de l'immeuble Atlantique était silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain des ascenseurs et du murmure de quelques employés. Dehors, le soleil de fin de matinée illuminait le trottoir, mais l'air était chargé d'une tension dense, presque palpable. Luc fit signe à Hélène d'attendre pendant qu'il vérifiait quelque chose avec le chauffeur. C'est alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent derrière elle. Antoine apparut, seul, les pas rapides et le regard rivé sur elle comme si rien d'autre n'existait dans l'environnement. « Ce n'est pas fini, » dit-il en s'approchant. Hélène garda sa posture. « Pour moi, si. Vous croyez qu'une poignée de papier va me mettre hors jeu ?» Sa voix avait un contrôle artificiel, mais les bords en étaient acérés. « Non, je crois que ce qui va vous mettre hors jeu, c'est ce que vous avez fait pour que ces papiers existent, » répondit-elle.
Il fit un pas de plus, assez près pour qu'Hélène sente la chaleur de son souffle. « Vous vous croyez plus maligne que moi, mais si je tombe, vous tombez avec moi. » Hélène inclina légèrement la tête. « La différence, c'est que si je tombe, je ne laisse pas de décombres. » Le silence dura une seconde, avant que Luc ne revienne de l'extérieur. « Nous devons y aller ?» dit-il en se rendant compte de la scène. Antoine recula avec un demi-sourire, mais pas d'humour. « À bientôt !» Dans la voiture, Hélène ouvrit son portefeuille et en retira une enveloppe qu'elle n'avait pas montrée à la réunion. « Ça, c'est la deuxième partie, » dit-elle à Luc. « Et quelle est la deuxième partie ?» Prouver qu'il n'a pas seulement gonflé des contrats, mais qu'il a utilisé des sociétés écrans pour blanchir de l'argent dans d'autres projets. Cette partie n'est pas pour le conseil, c'est pour la police. Luc regarda le document, puis la regarda. « Vous irez jusqu'au bout. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui, » répondit Hélène. En fin d'après-midi, Hélène entra dans l'auditorium du centre culturel, où une conférence de presse était sur le point de commencer. Journalistes, caméras et microphones occupaient l'espace comme un essaim contrôlé. Au fond, une table avec 4 chaises attendait les porte-paroles. 2 représentants du conseil, Luc et Hélène. L'annonce officielle du nouveau format du pôle économique de l'Atlantique allait y être faite, et Hélène savait qu'Antoine ne resterait pas silencieux. Il ne tarda pas à apparaître. Il n'était pas sur la liste des orateurs, mais il entra par l'allée centrale d'un pas ferme, suivi par un assistant qui tentait en vain de le convaincre de reculer. Les caméras se tournèrent vers lui. Antoine monta sur la scène sans demander la permission et prit le micro d'une des tables. « Bonsoir à tous. Avant que cette réunion ne se poursuive, j'ai quelque chose à dire. » Sa voix résonna dans l'auditorium. « Ces derniers jours, il y a eu une campagne pour salir mon nom et m'écarter d'un projet que j'ai initié. » Hélène croisa les mains sur la table, gardant son regard fixé sur lui. Cette campagne est motivée par des intérêts personnels et politiques. Et la personne qui est derrière, il pointa directement Hélène, est quelqu'un qui a bénéficié de mon travail pendant des années. Un brouhaha s'empara de la salle, les flashs crépitèrent. « Antoine, dit un des représentants du conseil, ce n'est pas le moment pour... »« C'est exactement le moment, » l'interrompit-il. « Parce que la vérité doit être dite. Si quelqu'un ici pense que ma femme agit par altruisme, il se trompe. Elle veut le contrôle que j'ai construit. » Hélène prit une profonde inspiration et, quand il fit une pause, demanda le micro. « Puis-je répondre ?»« Je vous en prie, » dit le représentant, soulagé de retrouver un semblant d'ordre. Hélène se leva. « Antoine a raison sur une chose. J'ai bénéficié de son travail, mais pas dans le sens qu'il veut insinuer. J'en ai bénéficié parce que j'ai appris à voir de l'intérieur comment les contrats sont déformés, comment les alliances sont achetées et comment les apparences peuvent cacher des dettes et des crimes. » Un silence pesant tomba. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, en plus des documents présentés au Conseil, j'ai également remis aux autorités des copies de registres et de transferts qui prouvent l'utilisation de sociétés écrans pour déplacer de l'argent de manière illégale. Les journalistes se penchèrent en avant, stylos et claviers en action. Antoine rit, mais le son sortit court. « Vous croyez qu'ils vont vous croire contre moi ? Ils n'ont pas besoin de me croire, » répondit Hélène. « Ils ont besoin de croire aux signatures, aux dates et aux comptes bancaires. Et tout cela est déjà entre leurs mains. » Les portes du fond de l'auditorium s'ouvrirent. 2 hommes et une femme, tous avec des badges de la police financière, entrèrent et se dirigèrent directement vers l'avant. « Antoine Dubois ?» demanda l'un d'eux. « Vous êtes convoqué pour une déposition. » Le brouhaha se transforma en chaos contrôlé. Antoine regarda autour de lui, comme s'il cherchait une issue. « Mais c'est ridicule !» dit-il, mais la raideur de son corps trahissait qu'il n'était pas en contrôle. « Nous pouvons procéder de manière discrète ou formelle, » dit l'agent, gardant une voix neutre. Il regarda Hélène. « Ça ne se termine pas ici. »« Je sais, » répondit-elle, sans détourner le regard. Antoine tendit le micro à l'agent et descendit de la scène, suivi par les policiers. Les caméras le suivirent jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le couloir latéral. Hélène se rassit. Le représentant du conseil se racla la gorge, essayant de reprendre la conférence. « Bien, reprenons l'ordre du jour. » Mais plus personne n'écoutait.
La nouvelle avait déjà quitté l'auditorium avant même que les premières questions ne soient posées. Luc se pencha vers elle. C'était le coup de grâce final. Hélène regarda le public, les caméras, le vide laissé par le départ d'Antoine. C'était le début de quelque chose de nouveau. Dehors, la ville était en effervescence avec la nouvelle. Les gros titres se multipliaient. L'homme d'affaires Antoine Dubois convoqué dans une enquête pour corruption. Ce qui n'était auparavant qu'un murmure dans les couloirs des galas était maintenant sur toutes les lèvres. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Hélène n'eut pas besoin de dire un mot pour qu'on comprenne qui avait réellement le contrôle. Le jour suivant se leva différemment. Il n'y avait pas de lumière de lustre, ni de musique d'orchestre, ni le son discret des verres qui trinquent. À la place, ce qui remplissait l'air était le son insistant des notifications de téléphone, des gros titres répétés à la télévision et des commentaires chuchotés aux tables des cafés de la ville. Hélène, assise sur le balcon de sa maison, observait la mer au loin. La brise légère faisait onduler le tissu clair du rideau, et l'arôme du café, fraîchement préparé, se mêlait au sel dans l'air. Elle tenait une tasse à deux mains, non par nervosité, mais pour en sentir la chaleur. Le téléphone sonna. C'était Luc. « Voyez-vous les répercussions ?» demanda-t-il. « Il est impossible de ne pas les voir, » répondit Hélène. « Mais ce n'est pas le moment de célébrer. Non, non, c'est le moment de consolider. » De l'autre côté de la ligne, Luc resta silencieux pendant quelques secondes, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. « Alors je vais préparer le terrain. » Hélène raccrocha et s'adossa à sa chaise. La victoire de la veille avait été claire, mais pas définitive. Antoine avait encore des contacts, encore de l'influence, et même blessé, il savait comment se mouvoir dans l'ombre. Cependant, il se trouvait maintenant sur un territoire qu'elle connaissait bien, celui de l'exposition publique, où chaque pas est mesuré et chaque faux pas devient une arme. Plus tard, Hélène se rendit au bureau de l'ONG où elle avait commencé à travailler des années auparavant. La façade était différente, plus moderne, plus grande, mais en entrant, elle fut accueillie par la même odeur de bois ciré et de café simple. Madame Lucie, l'ancienne directrice, maintenant à la retraite, était là pour un événement spécial, l'inauguration d'une nouvelle aile financée par des dons obtenus avec l'aide d'Hélène et de Luc. « J'ai toujours dit que vous compreniez les petites lignes, ma fille, » dit Madame Lucie en souriant. Hélène lui rendit son sourire. « Et j'ai appris de la meilleure. » L'événement fut discret, mais sa présence ne passa pas inaperçue. Quelques journalistes se présentèrent, curieux de savoir si Hélène commenterait la situation d'Antoine. Elle ne parla pas de lui, mais elle parla de transparence, de responsabilité et de la manière dont chaque projet a besoin de plus que de l'argent pour prospérer. Pendant ce temps, Antoine était chez lui, loin des projecteurs. Les images de sa convocation passaient encore aux journaux télévisés. Camille n'était plus à ses côtés. Elle était partie le soir même de la conférence de presse, n'emportant qu'une petite valise. Certains de ses alliés les plus proches commençaient déjà à garder leur distance. Dans l'après-midi, Hélène reçut un appel inattendu. C'était François Chevalier. Le Conseil souhaite que vous assumiez un rôle consultatif dans le nouveau format du pôle économique de l'Atlantique, sans titre officiel, mais avec une voix active. « J'accepte », dit-elle sans hésiter. C'était un pas subtil, mais important. Elle serait présente pour garantir que le projet reste propre, et en même temps, elle maintiendrait le récit que sa lutte n'était pas pour le pouvoir personnel, mais pour l'intégrité. Dans les jours qui suivirent, les gros titres changèrent. Antoine passa de protagoniste à note de bas de page dans des articles sur des enquêtes plus larges. L'accent était désormais mis sur les changements structurels, les nouveaux partenaires et la promesse d'un avenir différent pour le projet. Un soir, Hélène fut invitée à un petit dîner, organisé par Luc et quelques alliés stratégiques. L'ambiance était chaleureuse, loin de l'éclat artificiel des événements passés. Assise à table, elle écoutait des histoires, posait des questions, planifiait les prochaines étapes. Il n'y avait pas de précipitation, juste un sentiment de direction claire. Quand le dîner se termina, Luc s'approcha alors qu'elle mettait son manteau. « Vous savez que beaucoup de gens s'attendent à ce que vous vous présentiez à une élection, n'est-ce pas ?»
Hélène sourit en coin. « Cela ne m'intéresse pas. Pour l'instant, dit-il avec un regard perspicace. Elle ne répondit pas, laissant simplement le silence porter le poids de la possibilité. En rentrant chez elle, elle trouva une simple enveloppe dans sa boîte aux lettres. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais à l'intérieur se trouvait une seule feuille avec une phrase écrite à la main. « Ce n'est pas fini ». Aucune signature. Hélène plia le papier avec soin et le plaça dans le tiroir de son bureau, à côté d'autres documents importants. Non pas comme une menace, mais comme un rappel que chaque jeu continue, même quand il semble terminé. Cette nuit-là, avant de dormir, elle se dirigea vers le balcon et regarda la ville illuminée. Les lumières se reflétaient sur la mer, formant un chemin scintillant. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'air froid entrer et sortir lentement. Le silence qu'elle avait conquis n'était pas une paix définitive, mais c'était un espace suffisant pour se préparer à ce qui allait venir. Et cette fois, elle savait qu'elle n'aurait pas besoin d'attendre pour réagir. Elle était prête à agir la première. 6 mois plus tard, la ville semblait autre. Le pôle économique de l'Atlantique était en plein chantier, maintenant avec de nouvelles palissades affichant des slogans sur la transparence et le développement durable. Le nom d'Antoine Dubois n'apparaissait nulle part, remplacé par une liste d'entreprises et d'investisseurs qui symbolisaient la nouvelle phase du projet. Dans le bureau temporaire du Conseil, Hélène examinait des rapports aux côtés de François et de Luc. Son poste n'était toujours pas officiel, mais sa présence constante et la manière dont les décisions passaient naturellement par elle montraient clairement qui était l'axe silencieux de tout cela. De l'autre côté de la ville, dans un appartement plus petit et sans la vue privilégiée qu'il avait l'habitude d'avoir, Antoine vivait des jours de réclusion. Il attendait toujours l'issue des enquêtes. Ses photos n'apparaissaient plus que dans des articles de rétrospective, toujours accompagnés du mot « ex-homme d'affaires » avant son nom. Camille, qui n'avait plus eu de contact avec lui, menait une nouvelle vie dans une autre région, loin des chroniques mondaines. La dernière fois que quelqu'un l'avait vue, c'était lors d'un événement de mode local, où son nom n'avait suscité aucun commentaire significatif. Au début de cette matinée-là, Hélène visita la nouvelle aile de l'ONG où elle avait commencé. Des enfants couraient dans la cour et les murs fraîchement peints exhalaient une odeur de peinture fraîche. Aux côtés de Madame Lucie, elle parcourait les couloirs, saluant les bénévoles et les donateurs. « Vous avez obtenu plus que de l'argent », dit la directrice à la retraite. « Vous avez obtenu le respect. » Hélène sourit, mais ne répondit pas. Le respect n'était pas une fin, c'était seulement la fondation de tout ce qu'elle avait encore l'intention de construire. En sortant de l'ONG, elle fit une pause sur le trottoir, regardant l'animation de la rue. Elle sentait la douce chaleur du soleil sur son visage et le son lointain des travaux du pôle économique. Il n'y avait plus de musique de bal ni de flash de photographes. Seulement le son réel du monde, fonctionnant sans avoir besoin d'elle au centre, mais avec elle influençant toujours les rouages. Une voiture noire s'arrêta au feu rouge en face. Pendant un instant, elle crut avoir vu un profil connu au volant, mais lorsque le véhicule démarra, il ne resta que le reflet rapide de la vitre. Hélène ajusta son sac sur son épaule et continua de marcher. Chaque pas était ferme, sans hâte. Parce que, au fond, elle savait qu'elle n'avait pas besoin de courir pour être toujours un pas en avance. Le jeu ne se termine jamais. Il change seulement de main.